Nous sommes le 20 août 1987 à Portland. Nathan Voss, Nathan ou Nate. Nate pour les rares personnes qui t'appellent encore ainsi. Tu es assis dans ton appartement, 2 pièces à peine, un logement fonctionnel payé par l'armée. Les rideaux sont tirés malgré le soleil d'été. Depuis ton retour de la Grenade, tu as parfois l'impression de vivre derrière une vitre. Comme si le reste du monde continuait d'avancer sans toi, sans ta blessure. Tu parcours discrètement le journal, les offres d'emploi, les faits divers, les annonces sans intérêt, puis ton regard tombe sur le courrier. Tu en reçois peu. Tu as même perdu l'habitude de l'ouvrir, pourtant cette enveloppe, elle attire ton attention. Voici donc la lettre que tu as reçue, et je t'invite à la lire à haute voix. Cher Nathan Voss, il me semble parfois entendre encore l'écho de nos longues discussions à Portland University. Les années ont passé et pourtant certains souvenirs refusent obstinément de disparaître. Comme tu le sais peut-être, l'heure de la retraite est venue pour moi. Avant de quitter définitivement l'enseignement, je souhaiterais revoir quelques anciens étudiants qui ont marqué ma carrière. Tu as toujours été mon préféré, Nathan. Celui dont la détermination ne faiblissait jamais, même lorsque les autres abandonnaient le débat. Je te donnerai, le 23 septembre prochain à Wellridge, une conférence consacrée aux représentations des mythes à travers les cultures humaines. J'espère que ce sujet saura éveiller ta curiosité autant qu'il a éveillé la mienne ces dernières années. Plus encore, j'aimerais profiter de cette occasion pour réunir les Wellridge Children, une dernière fois. Les chemins que nous empruntons nous éloignent souvent les uns des autres, mais certains liens demeurent malgré la distance. Et puis, n'est-il pas rassurant de savoir que, lorsque l'on se perd, il existe toujours un moyen de retrouver le chemin de la maison? J'espère te revoir bientôt, bien affectueusement, professeur William Dunham, le 15 août 1987. C'est vrai que Wellridge, tu n'y avais pas pensé depuis longtemps. Et surtout, même à ce professeur, tu te souviens qu'effectivement, vous faisiez partie d'un petit groupe que vous appelez les Wellridge Children. Vous étiez tous rencontrés à Portland, à l'université de Portland. Et tu te souviens qu'en quittant l'université, est-ce que c'est parce que tu avais fini tes études ou parce que tu étais arrivé au bout de ton cursus? De toute façon, le professeur était venu te voir et il te disait souvent que tu étais son élève préféré. Et il t'avait offert une carte de poker en l'honneur de toutes ces parties de poker que vous jouiez. Et il y avait dessiné derrière un symbole qui disait être un ancien symbole représentant le retour à la maison. La maison, vraiment, c'est quelque chose qui... Il insistait beaucoup dessus. Ouais, et ça t'avait touché justement cette idée de retourner à la maison, etc. Et t'avais gardé cette carte avec toi et tu te l'avais même presque oubliée, mais tu l'as toujours quand même gardée précieusement. Elle a toujours été pas trop loin. Et tu repenses donc à Wellridge, tu n'y avais pas pensé depuis longtemps, cette petite ville sans histoire où tu as grandi. Les rues tranquilles, la tour de l'horloge, les commerces qui semblaient jamais changer. Une ville où jamais rien d'extraordinaire ne se passait. Et c'était pas si mal. Puis il y a un souvenir qui te revient, un souvenir un peu ridicule, tu devais avoir 9 ou 10 ans. Tu rentrais seul de l'école, comme toujours, et pourtant ce jour-là, tu t'étais perdu. Aujourd'hui encore, ça te paraît absurde parce qu'on se perdait pas à Wellridge. C'est pas assez grand pour ça. Ouais, tu te souviens qu'il y a la grande rue Gate Street et 2-3 petites ruelles un peu autour, puis ça s'étend un peu plus loin, mais on se perd pas en principe pas Wellridge, mais t'avais justement eu 9, 8, 10 ans, tu sais plus trop. Et tu rentrais de l'école et tu te souviens avoir marché dans un quartier que tu connaissais pas. Les maisons étaient impeccables, toutes les pelouses avaient exactement la même taille. Et petit à petit, la nuit était tombée et tu commençais à paniquer. Les rues étaient vides, silencieuses. Puis soudainement, tu t'es retrouvé sur Gate Street. T'as retrouvé le diner, The Pyramid, la tour de l'horloge. T'as tout retrouvé assez rapidement en fait. Tu t'étais probablement perdu en banlieue et t'avais paniqué. T'étais rentré chez toi du coup en courant. Tes parents étaient affolés. Ils avaient retourné à la maison pour te chercher. T'as remarqué que le canapé avait changé de place, ce genre de choses. C'était la panique complète. Et ton père t'avait hurlé dessus. Plus fort que d'habitude. Cela t'avait marqué, mais ce n'était pas ça le plus étrange. Parce que suite à cet événement, pendant plusieurs semaines,
t'avais eu l'impression que quelque chose avait changé. Quelque chose d'infime. Ta mère, elle souriait plus tout à fait de la même manière, ton père il marchait plus tout à fait pareil, même, justement t'as remarqué aussi que ta maman, sa façon de se moucher avait changé un petit peu, ton beurre de cacahuète n'avait plus tout à fait le même goût. T'en avais parlé à personne, et je sens que t'étais un enfant apeuré encore, et un soir t'as craqué. Et tu t'es mis à pleurer, et ta mère t'avait rassuré. Bien sûr, c'était toujours les mêmes, ton père et ta mère. Bien sûr que rien n'avait changé, c'était leur quotidien qui avait été bouleversé par ta disparition. Tu leur avais fait très peur, et t'avais eu aussi tout aussi peur. Et c'était logique, c'était la chose à croire, et avec le temps t'as même oublié cette période de ta vie un peu étrange. Et voilà, comme les peurs d'enfants finissent toujours par s'effacer, heureusement. Aujourd'hui, tu tiens encore la lettre donc dans ses mains, cette lettre de ton professeur Dunham. Tu réponds donc aussi à cette carte qu'il t'avait confiée à la fin de tes études. Et quelques coups de téléphone plus tard, le contact est repris avec les anciens Wellridge Children. Vous avez prévu de vous retrouver au Diner The Pyramid, justement, à Wellridge. Et lorsque vient enfin le moment du départ, tu prends la route vers Wellridge. Alan Sorrentino. Nous sommes le 20 août 1987, à Salem, Oregon, chez toi. Le calme de ta maison contraste un petit peu avec l'agitation du reste de la ville. Il y a tous ces livres qui occupent tes étagères, des journaux qui traînent sur la table, des journaux pour lesquels tu as écrit quelques articles. Tu as une vie simple, une famille, une routine que beaucoup pourraient t'envier. Tu termines de trier quelques notes lorsque tu récupères le courrier du jour. Et il y a une enveloppe qui attire immédiatement ton attention. Le nom de l'expéditeur te suffit, William Dunham, ton professeur adoré, celui avec qui vous formiez les Wellridge Children à l'université de Portland. Une bande d'étudiants et de profs devenus amis de par leur origine. Et voici donc la lettre que tu as reçue. Et je t'invite à la lire à haute voix, s'il te plaît. Cher Alan Sorrentino, il existe des personnes dont le souvenir demeure attaché à une époque comme un marque-page oublié dans un livre trop précieux. Pour moi, tu as toujours été l'une de ces personnes. Je m'apprête à prendre ma retraite après de nombreuses années d'enseignement. Avant de refermer ce chapitre de mon existence, j'aimerais réunir quelques anciens étudiants qui ont compté davantage qu'ils ne l'imaginent. Tu as toujours été mon élève préféré, Alan, celui qui savait poser les questions auxquelles personne n'avait pensé. Le 23 septembre prochain, je présenterai à Wellridge une conférence consacrée aux représentations des mythes à travers les âges et les cultures. J'ose espérer qu'un homme entouré de livres et d'histoires y trouvera matière à réflexion. J'aimerais également profiter de cette journée pour retrouver les Wellridge Children et évoquer ensemble ces années qui semblent désormais appartenir à une autre vie. J'espère que tu accepteras mon invitation. Avec toute mon estime et mon affection, professeur William Dunham, le 15 août 1987 ou 87. Wellridge, cette ville, continue d'exister quelque part dans un coin de ta mémoire. Vous étiez jamais croisés dans votre enfance à Wellridge avec les autres étudiants ou avec le professeur Dunham. Et en repensant à ton enfance, tu replonges un petit peu dans tes souvenirs. Et il y a ce souvenir que t'as pas raconté à beaucoup de personnes. T'avais 9 ans, peut-être 10 ans, tu sais plus trop. T'étais rentré tard de la salle d'arcade. Trop tard. La nuit était déjà tombée. T'avais pris un raccourci entre plusieurs maisons. Et t'essayais de vite rentrer à la maison pour le souper, pas que tes parents, une fois de plus, te gueulent dessus et te fassent quelques remontrances. Tu t'étais ainsi enfilé entre les petites maisons, les petites ruelles, tu connaissais ce raccourci par cœur, et pourtant cette fois-là, tu t'étais un peu perdu.
T'es passé à côté d'une gouttière, et après entre d'autres buissons, t'es passé à travers un jardin, et t'étais dans une ruelle que tu reconnaissais pas. Pourtant, se perdre à Wellridge, c'était quasiment impossible, c'est une petite ville, c'est une ville, mais une petite ville quand même. Et la nuit, elle était bien tombée depuis un moment. Et tout d'un coup, tu étais sous un toit d'une maison que tu ne connaissais pas, et t'as cru entendre un bruit venant du toit. Et t'as eu peur, t'as cru que c'était un chat. Et du coup, tu t'es mis à courir un peu plus loin, ce qui t'avait fait quand même peur, et puis il faisait de plus en plus sombre. Et t'as continué à courir, et t'es arrivé tout d'un coup sous un autre toit, et entre deux maisons, t'étais un petit peu, et t'as levé ton regard vers le ciel parce que t'as eu l'impression que le chat t'avait suivi. Et en fait, quand t'as levé les yeux vers les deux toits, t'as vu un visage. Un visage trop grand. Un visage qui te souriait avec des yeux qui louchaient de chaque côté. Et ça t'a fait peur comme jamais t'avais eu peur dans ton enfance. Et t'es resté là quelques instants à regarder ce visage, et tu t'es mis à courir, t'as couru loin, sans te retourner. Et quand enfin t'es arrivé assez loin, t'es arrivé dans une rue que tu connaissais, t'étais essoufflé, et t'as regardé derrière toi, et tout ce que tu voyais c'était ces deux maisons, t'avais l'impression de voir ce grand visage entre les deux toits, et tu vois qu'il y avait un arbre en fait juste ici, puis un lampadaire juste à côté, et donc forcément en fait probablement que la lumière du lampadaire avait fait en sorte que t'as cru à une ombre, à un visage qui te regardait. T'avais ces branches qui se découpaient dans l'obscurité. C'était ton imagination, bien sûr. Et pourtant, après, pendant des années, chaque fois que tu repensais à cette nuit, t'étais incapable de te souvenir précisément de ce visage. Comme si quelque chose refusait que tu l'observes, d'être observé. Et au fil des années, t'as compris, tu rentrais tard, t'étais fatigué, t'étais pressé de rentrer chez toi. Un effet d'optique, dans la nuit bien sûr. Tu reviens au présent et t'as toujours ta lettre dans ta main. Et avec elle te revient aussi un souvenir d'autre chose que tu gardes précieusement de cette époque des Wellridge Children. Une carte de poker que t'avait offerte le professeur Donham, en souvenir de vos nombreuses discussions, de vos parties de poker, de vos parties d'échecs et ce genre de choses. Et il avait dessiné derrière un symbole qui t'expliquait était un ancien symbole d'une autre tribu, enfin d'une tribu éloignée qui était comme un bras, il appelait ça un bras pour tendre la main vers autrui. Et c'était un peu comme porter la connaissance vers les autres aussi, ou simplement aider les autres. Et tu l'avais glissé dans un portefeuille que tu avais presque oublié, cette carte. Et cette carte d'ailleurs qui était un peu étrange parce que il était... derrière, tu voyais qu'il était écrit poker.net, ce qui signifie pas grand chose pour toi. Absolument rien. Et ça devait être une association qui devait s'appeler comme ça, un réseau de poker, enfin tu sais pas trop. Et tu sais que cette carte, justement, il te l'avait distribuée à toi parce que tu étais son élève préféré. C'est avec lui que tu avais des grandes discussions sur l'histoire. En plus, tu avais parlé de ton projet de t'installer plus tard à Salem, ce que tu as fait, où tu as fondé ta famille. Et donc tu as lu cette lettre, tu as vu cette invitation à assister à cette conférence, et tu as pris le temps de téléphoner à tes anciens amis des Wellridge Children pour que vous vous retrouviez tous ensemble le 20 septembre à un diner The Pyramid. Et est-ce que tu fais quelque chose de particulier avant ton départ? Moi, je vais dire au revoir à ma famille, premièrement. Ta femme et tes deux filles, c'est ça? Ouais. Je leur fais des gros bisous. Je suis censé partir pendant combien de temps? Tu penses t'en auras pour le week-end, donc entre 2 à 3 jours maximum. Donc j'embarque tout ce qui me fait penser un peu à l'époque. Ouais. Et puis je me déplace jamais sur mon arme, bien sûr. Ouais. Quand je vais ailleurs, par mesure de sécurité, c'est pas que je suis rien fou de la gâchette, mais c'est quelque chose qui me sécure. Puis sinon, non, mon porte-monnaie, carte d'identité, mes documents. Ouais. Voilà. Très bien. Tout ce que tu pourrais prendre passer un week-end, des affaires de recherche, déo, machin. Voilà.
exactement. Vous n'avez pas prévu encore d'endroit pour dormir, mais vous savez qu'il y a un grand hôtel où il y a d'ailleurs la conférence qui va avoir lieu. Ça sera dans le Webster Hotel, je crois que c'est ça. Et donc très bien. Donc tu montes dans ta grande voiture familiale. Ouais. Et tu pars pour Wellridge. Nous sommes le 20 août 1987, ou 87, diront certains. Ouais, je sais. On nous écoute, c'est pour ça. À New York, Kenneth Macmillan, ton appartement est plus grand que celui que tu occupais à l'université. Pas qu'un peu. Ton compte en banque aussi. Trader, le mot sonne bien, les chiffres montent, descendent, remontent. Tu gagnes plus d'argent que tu ne l'aurais imaginé. Tu dépenses une bonne partie de cet argent aussi vite que tu l'aurais imaginé. Les soirées, l'alcool, les excès, tout cela, ça aide pas toujours trop à réfléchir. Et ce matin, pourtant, la fête est terminée. La lumière traverse difficilement les stores. Tu récupères en titubant un petit peu, le courrier accumulé depuis plusieurs jours. Factures, publicités, etc. Et là, tu vois une lettre. Une lettre qui porte le nom de quelqu'un que t'as pas vu depuis longtemps. William Dunham. C'était ton professeur à l'université. Vous faisiez ensemble partie d'un groupe qui s'appelait les Wellridge Children. Parce que vous êtes tous originaires de la petite ville de Wellridge, dans l'Oregon. Et vous étiez rencontrés à l'université avec ton professeur. Il y avait aussi 2-3 autres amis. Tu te souviens maintenant, ah oui, Alan Sorrentino, Nate, etc. Vous faisiez un groupe parce que vous étiez tous originaires de cette ville et vous étiez rencontrés étrangement à l'université. Puis vous aviez des grandes discussions sur les livres, sur l'histoire, sur la politique. Vous faisiez aussi des parties de poker, des parties d'échecs. C'était un petit groupe. Et tu vois qu'effectivement, ton ancien professeur, du coup, t'as écrit une lettre que je t'invite à lire à haute voix. Cher Kenneth Macmillan, le temps passe plus vite que nous ne l'imaginons lorsque nous arpentions les couloirs de Portland University. J'ai parfois l'impression que c'était hier que nous refaisions le monde autour d'une table, trop petite pour contenir les imaginaires des Wellridge Children. Comme tu l'as peut-être appris, ma retraite approche enfin. Avant de tourner cette dernière page, j'aimerais réunir quelques anciens compagnons de route qui ont particulièrement compté pour moi. Tu as toujours été, à mes yeux, l'élève le plus perspicace du groupe, celui qui savait reconnaître la valeur cachée des choses lorsque les autres n'y voyaient qu'un détail sans importance. À cette occasion, j'organise une conférence à Wellridge le 23 septembre prochain. Le thème portera sur les représentations des mythes à travers les âges et les cultures. Un sujet qui, je crois, devrait nourrir quelques discussions dignes de celles que nous avions autrefois. Mais surtout, ce sera l'occasion de célébrer ensemble les souvenirs d'une époque révolue et de retrouver de vieux amis. J'espère sincèrement que tu seras des nôtres, avec toute mon affection, professeur William Dunham, le 15 août 1987. Pour les gens qui nous écoutent. Wellridge, t'étais pas spécialement nostalgique, pas vraiment. Mais tu te souviens des Wellridge Children à l'université, de Portland, ces étudiants, ce prof, tes amis, originaires de la même petite ville que toi dans l'Oregon. C'était des belles années malgré tout. Mais un autre souvenir te revient petit à petit malgré toi. Une histoire que racontaient les adolescents quand t'étais enfant, à Wellridge. On disait que lorsque la cloche de la tour de l'horloge sonnait tard dans la nuit, il arrivait parfois qu'on entende une charrette passer dans la rue. Une vieille charrette, lente, grinçante. Les adolescents riaient, les enfants un peu moins. Les adolescents, les grands frères, les cousins, ils disaient toujours la même chose. Si tu l'entends, ne regarde pas par la fenêtre. Et tu te souviens d'une nuit particulièrement où tu dormais chez un ami. Je te rappelle plus exactement de son nom, mais vous lisiez des comics à la lampe de poche, en secret. Une nuit blanche, à l'ancienne. Il devait être 1h ou 2h du matin. Et puis, tout d'un coup, t'as l'impression que, ouais, vous l'aviez entendu, cette fameuse cloche. La cloche de l'horloge qui devait sonner. Peut-être 1h, 2h du matin, tu sais plus trop. Et vous étiez un petit peu challengés, les deux. Vas-y, regarde par la fenêtre. Il y a peut-être la charrette qui va passer. Et est-ce que tu penses que t'avais osé regarder, toi, par la fenêtre ? Je pense pas, j'ai un souvenir assez vivace de cette scène. Ouais.
J'étais plein d'entrain en fait devant mon pote et je voulais pas me dégonfler quoi, je voulais vraiment lui montrer que j'irais jusqu'au bout. Et je me rappelle que j'y suis allé. J'ai d'abord regardé que d'un œil, que d'un côté, comme si le voir que d'un œil pouvait, si elle était là et que là je la voyais que d'un œil, ça pouvait me sauver de quelque chose. Puis j'ai regardé avec les deux et je me souviens que j'emmenais pas large. Je faisais genre, j'essayais de mettre un sourire de façade et puis de dire tu vois, y a rien à craindre, mais je me rappelle que j'emmenais pas large. Ouais, t'étais allé vers la fenêtre et ton ami était resté derrière parce que lui, il osait pas et puis il disait qu'est-ce que tu vois ? Et ouais, tu regardais par la fenêtre et puis t'entendais le bruit de la cloche de l'horloge et t'entendais un autre bruit comme un roulement. Cette chose un peu étrange. Lui, il entendait aussi le bruit, mais toi, tu l'entendais encore mieux et tu regardais par la fenêtre dans cette petite rue de la banlieue de Wellridge. Et t'es plus certain exactement de ce qui s'est passé. Tu te souviens d'avoir entendu ce bruit qui se rapprochait dans la rue. Et tu sais plus trop comment s'est passé le reste de la nuit parce que pour toi, t'as regardé. Et t'as essayé de te souvenir le lendemain de ce que t'as vu. Et pourtant, t'en étais incapable. Est-ce que t'as vraiment vu quelque chose ? Est-ce que vous étiez endormi sur le canapé ? Et le lendemain matin, vous étiez tous les deux dans le salon. Les parents avaient trouvé cela amusant parce que vous étiez plus dans la chambre de ton ami. Puis vous aviez inventé une histoire de somnambulisme, etc. Mais tu te souviens plus si t'avais vu quelque chose, mais en principe pas. C'était certainement des adolescents qui s'amusaient à faire du bruit dans la rue pour faire peur, certainement. Et du coup, avec les années, ce souvenir est un petit peu devenu vague, un peu flou, et tu te dis... Voilà, c'était la nuit où vous vous amusiez à vous faire peur avec ton ami. Et ça faisait partie de ces légendes stupides racontées aux enfants, qu'on oublie au fil des années. Pourtant aujourd'hui, maintenant que tu as cette lettre dans tes mains, ce souvenir remonte un petit peu dans ta tête. Et tu regardes la lettre et puis tu repenses à autre chose que ce professeur Dunham t'avait confié, que t'avais laissé dans un portefeuille. C'était en fait une carte de poker, parce que vous jouiez beaucoup au poker. Et c'était un peu un petit souvenir qu'il t'avait laissé à toi, son élève préféré. Et il avait tracé de l'autre côté, il t'a expliqué un symbole qui représentait un roseau. Et c'était un petit peu comme t'envoyer un vent frais vers l'avenir pour te souhaiter tout le meilleur vers l'avenir, te propulser en fait vers l'avant. Et que t'oublies jamais aussi d'où tu viens à Wellridge. C'était un petit peu une petite carte porte-bonheur. Et ouais, t'étais son élève préféré et t'avais gardé ce souvenir. Tu l'avais un petit peu oublié, mais il était toujours dans ton portefeuille, un peu plié. Et voilà que du coup tu vois cette invitation et du coup petit à petit tu reprends contact avec les Wellridge Children, tes deux autres camarades, vous vous téléphonez et vous avez prévu de vous retrouver du coup le 23 septembre à Wellridge, au diner The Pyramid. Vous revenez à Wellridge après plusieurs années d'absence. La route est familière, même si elle donne parfois l'impression d'avoir été légèrement reconfigurée avec le temps. Les repères sont là, mais les distances entre eux semblent moins constantes que dans vos souvenirs. La ville, elle est toujours en place. Les mêmes collines ferment l'horizon, les mêmes forêts bordent les quartiers résidentiels. Et la lumière grise de l'Oregon plutôt, donne aux rues cette teinte discrète et uniforme que vous vous souvenez avoir toujours associée à Wellridge. On dit que Wellridge a été fondée à la fin du 19e siècle. Certains disent qu'il s'agissait d'abord d'un simple camp forestier installé près d'anciens chemins de passage, utilisés depuis longtemps par les populations locales, puis que la ville aurait grandi. D'autres disent que la ville était un carrefour marchand, né naturellement de la croisée d'anciens chemins de fer, puis que la ville aurait grandi. D'autres disent qu'une autre ville se trouvait ici autrefois, mais qu'un incendie aurait tout ravagé, qu'une nouvelle cité a été construite par-dessus, puis que la ville aurait grandi. Il y a plein d'histoires sur Wellridge. Et avec le temps, Wellridge a continué d'exister malgré le long déclin de l'industrie du bois et le déplacement des grands axes routiers vers des villes plus importantes. Portland, etc. Beaucoup de familles sont parties, d'autres sont arrivées. Les écoles ont fusionné avec celles des communes voisines plus grandes, certains commerces ont fermé,
Et les plus jeunes ont fini par rejoindre Portland, Seattle, Salem, ou encore d'autres états comme New York, etc. Il en résulte qu'aujourd'hui, une impression étrange mais difficile à expliquer clairement. Les lieux sont restés, mais les gens se sont un peu répartis ailleurs. Les maisons sont toujours occupées, mais rarement par ceux dont vous vous souvenez. Pourtant, certaines choses n'ont jamais vraiment disparu. Les souvenirs de cette époque dans votre enfance, les gags, vos amis, vos familles, les histoires locales. Vous arrivez chacun de votre côté. Vous avez rendez-vous à midi avec vos anciens camarades d'université au diner The Pyramid, ainsi qu'avec votre ancien professeur de la faculté d'histoire de Portland University, William Dunham. Effectivement, il vous a invité pour assister à une conférence. Il est à la retraite depuis une année maintenant et il souhaite vous revoir comme une excuse pour un petit cadeau de retraite et se rappeler du bon vieux temps avec vous. Et avec lui, vous faisiez partie donc du club des Wellridge Children. Vous étiez une petite dizaine, mais il vous semblait particulièrement vous apprécier. Vous discutiez, vous aviez un club de lecture ensemble, vous jouiez aux échecs, au poker, vous discutiez politique, finance, plein de choses. Et ensuite, vous avez tous terminé l'université, ou quitté l'université plus vite que prévu, tout dépend. Et vous avez vécu votre jeune vie de votre côté. Dans tous les cas, vous revoyez maintenant après une petite quinzaine d'années d'absence. Le premier à arriver par la grande route, c'est Alan. À la radio, tu entends un morceau un peu atmosphérique qui passe au moment où tu parviens près de Wellridge, justement. Et t'es au volant de ta voiture, format familial. T'as fait un peu de route pour venir jusqu'ici. Mais enfin, par-delà ce virage, tu reconnais Wellridge. Tu arrives sur la grande route qui traverse Wellridge, Gates Road. Tu trouves un endroit où parquer ta voiture et tu retrouves assez rapidement le diner. Quand tu y entres, tu retrouves le dynamisme, l'activité de ce diner auquel tu as des souvenirs un peu flous. Pour le moment, il n'y a personne de tes camarades qui est là. Mais dès que tu arrives, tu as un très sympathique jeune homme, probablement un jeune qui fait un travail d'étudiant, qui est là pour t'accueillir. Et dès que tu arrives, à la même radio qui passe aussi dans le diner comme dans ta voiture, tu entends cette musique et le jeune te demande du coup ce que tu souhaites manger, ce que tu souhaites boire, une table pour combien. Et du coup, qu'est-ce que tu prends à manger et à boire? Professeur Dunham n'est pas encore là, hein. Professeur Dunham. Ah, vous aviez une réservation pour 4 personnes, C'est ça, exactement. Non, alors vous êtes le premier à arriver, il me semble. D'accord. Ouais. Bah, je vous laisse vous installer là-bas. Est-ce que je vous sers déjà quelque chose à boire ou à manger Moi, simplement un café et un verre d'eau en attendant. D'accord. Très bien. Tu t'installes. Je m'allume une cigarette, tranquille. Et tu patientes. Ouais. Et à quelques kilomètres de là, au volant d'une voiture plutôt classe, bien entretenue, il arrive un peu trop au-dessus de la vitesse autorisée, la même musique à la radio. Tu sais exactement où tu vas, Kenneth, et tu arrives aussi par la grande route. Tu prends même pas le temps de lire le panneau qui indique la rue qui traverse Wellridge. Tu te souviens de la route. Tu parques ta voiture dans un dérapage parfaitement calculé, qui se fait un peu remarquer. Pareil, tu trouves le diner assez facilement. Comment tu fais ton entrée? Alors, déjà pour commencer, Mhm. quand j'arrive, je pile sur les freins, je prends une petite pause de 2 secondes, je regarde autour de moi, je sors de la voiture, je claque la porte, Oui. Clac! pour que tout le monde puisse bien me remarquer. Je réajuste mon costard, je remets mes cheveux bien en arrière, petit coup de dans le rétro pour voir si j'ai rien. J'allume une clope et je pousse la porte du diner. Quand tu arrives, tu remarques tout de suite ton ancien camarade qui a pas beaucoup changé de visage. Tu remarques donc Alan Sorrentino. Mais avant de m'avancer vers lui, en crachant ma fumée comme ça, je fais un tour de la salle. Je lui fais comprendre que je l'ai repéré. Et je jauge un peu les lieux. Presque comme si je les possédais. Comme si c'était déjà chez moi. Et après avoir marqué cette petite pause, je me décoince, je souris et j'avance et je vais voir Alan. Moi, quand j'ai vu la scène, directement je souris parce que je reconnais l'animal. Tu remarques aussi qu'il a pas beaucoup changé, mais il est beaucoup plus propre qu'à l'époque. Il est bien coiffé, il a un petit costard, j'imagine, un truc comme ça, un peu. Ouais. Il avait déjà ce petit côté un peu précieux à l'époque. Ouais. Il y avait des choses à prouver. Ouais, je dirais pas, je sais pas. Oui. Et du coup, je m'approche. Mon ami, comment vas-tu, Alan? Et je lui serre la main de façon vigoureuse, une poignée énergique. Ouais. Il fait du sport.
On s'entretient. Qu'est-ce que tu bois? Écoute, pour l'instant un café, mais... La même chose, s'il vous plaît. Je vous fais ça tout de suite, monsieur. Et tu as ton café. Merci. Je prends la peine de lui relancer le sachet de sucre, je prends pas de ça. Et je lui donne la crème aussi. Je bois noir, comme mon âme. Puis je te dis, il n'y a pas de meilleur moyen pour faire des affaires. T'as toujours les gags aussi pourris du monde, hein. Toujours aussi pourri, mais il marche toujours aussi bien. Et enfin, arrivons un peu plus discrètement, aussi par la grande rue de Main Street, dans une voiture moins bien entretenue, pas particulièrement luxueuse, mais pas sale pour autant. Arrive donc Nathan Voss, Nate Voss. Tu trouves un parking non loin du diner Pyramide. Tu te poses tranquillement et que fais-tu en arrivant? Bah déjà, ça fait longtemps que je suis pas venue, donc je regarde un peu ce qui a changé, ce que je reconnais, ce qui a bougé. La ville n'a pas bougé. Elle n'a pas bougé, mais je pense qu'il y a des commerces, quand même, des enseignes qui n'ont pas les mêmes articles en vente. Et on est à quelle période de l'année? Septembre. Septembre. Je vais resserrer un peu le col de ma veste autour de mes épaules, parce qu'il fait quand même assez frisqué ici. Je m'avance vers le diner pour retrouver mes potes et en ouvrant la porte, justement, pas du tout dans la même vibe que Kenneth, mais je fais un tour du diner pour repérer un peu les lieux et dès que je les vois, je vais direct à leur table et je m'asseye. Messieurs, ça fait longtemps. Comment vas-tu? Ça va. Et vous remarquez que Nate n'est pas tout à fait comme vous vous en souvenez parce qu'il a justement tout le côté gauche du visage qui a des cicatrices et une partie de son oreille qui est justement... Ok. Je peux pas m'empêcher, je vais lui faire remarquer. Une mégère t'est tombée dessus? Qu'est-ce que t'as fait? Tu étais beaucoup trop chaud pour cette partie de jambe en l'air. Peut-être sa femme l'a trouvé dans le lit avec quelqu'un d'autre. Non, petit souvenir de la prise de la grenade. Ah. Je vais me tourner un peu plus contre vous parce que... Malheureusement, mon oreille est plus qu'elle était, comme vous l'avez vu. Ouais. C'était un fruit agressif. On peut dire ça. C'est vrai, En tout cas, vous avez pas perdu votre sens de l'humour, je vois, les gars. tu étais à l'armée aussi, c'est juste, hein. Ouais. Et j'imagine que on doit te remercier d'avoir sauvé le pays. C'est bon pour les affaires. Kenneth, t'as fait l'armée toi? Non. Non, moi j'ai été déclaré inapte. Ah. Ils n'ont pas voulu de moi. Étonnant. J'étais beaucoup meilleur pour faire de l'argent et embrouiller les gens que d'aller me battre contre des communistes. J'ai fait mon service et après je me suis tiré dès que j'ai pu aussi. On te remercie. Service rendu à la patrie. Puis je lève mon café. Pour dépenser tes impôts, j'ai pas fait grand chose moi. C'est pas grave, je fraude ça aussi. Bon, Pinate. Marié, des enfants? Rien de tout ça. Kenneth? Non, je peux pas m'embarrasser, j'ai pas le temps. Il y a beaucoup trop d'argent à faire dans ce monde. Tu veux pas m'en filer un petit peu? Je te file un gosse, tu me files un peu d'argent? On peut se débrouiller On fait peut-être. 50-50? Ah, malheureusement, la vente et revente d'enfants, ça c'est pas encore légal. Il y a certains pays où c'est Je légal. travaille pour faire changer ça. Un jour, tout sera monnayable. T'en as tant que ça que tu sois prêt à en refiler? J'en ai deux, mais la petite dernière elle fait passer nuit. Elle est horrible. Je l'aime, mais. Ah, après, si elle dort mal la nuit, ça vient sûrement des gènes de quelqu'un qui était un petit galopin et qui n'aimait pas non plus aller dormir tôt. Dans mes souvenirs. J'avoue Insulte que... pas ma femme tout de suite. J'avoue que si elle est comme toi, vous êtes pas encore couché. Ça fait plaisir de vous revoir. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette invitation? Je vais pas te mentir, ça m'a mis un petit coup de vieux. De se rendre compte que la personne qui était ton professeur d'université prend sa retraite. C'est déjà le deuil d'une partie de notre enfance. Si on se rend bien compte hein, que j'étais dans l'âge adulte, que tu travailles, machin et tout, mais tu sais quand t'as la tête dans le guidon. Mais là, prendre 5 minutes pour s'arrêter, se rendre compte qu'il part à la retraite, revenir ici, T'es obligé de t'habiller comme ça? parce que j'ai que ça. T'as pas de blue jeans? Non, Un t-shirt une. Et tout d'un coup, il y a la porte du diner qui s'ouvre avec une petite clochette qui fait gling gling gling. Et vous reconnaissez immédiatement, même s'il a quand même un peu vieilli, votre professeur William Dunham, qui est bien habillé justement, qui a un petit tweed, etc. Et qui vous voit tout de suite et vous voyez qu'il a pris du bidon quand même depuis. Et vous voyez qu'il a l'air fatigué, en même temps un peu plus vieux. Et
Il s'approche du coup de vous, puis il vous serre la main à chacun. Oh, ça me fait plaisir de vous revoir. Monsieur professeur. Kenneth, Alan, Quel Nate. plaisir, professeur. Ouais, la guerre. Voilà. une petite coupe un peu trop près. Puis ça dit ça me fait plaisir de vous voir, dites-moi ça. Déjà, content que vous ayez répondu positivement à l'invitation. Comment on peut ignorer ça? On pouvait pas louper l'occasion de revoir notre vieux professeur. Et j'espère que la conférence vous intéressera en tout cas. Oh, si elle est comme à l'époque des cours, y a pas de raison qu'elle nous intéresse pas. Vous avez toujours été le plus passionnant des professeurs. Il faudra juste Arrêtez s'assurer de crier assez fort pour que Nate vous entende. Et puis, tu sais, je me remets en arrière par lui-même pour dire ça. Il est plus tout à fait là. Faudrait que t'as de l'argent, toi. Bon, qu'est-ce que vous devenez Nate, où est-ce que t'en es? Si je peux te tutoyer, pardon, en fait. Oui, bien sûr, bah, on n'est plus prof et élève maintenant. Ouais. Écoutez, ça n'a pas été tout rose et tout facile d'être envoyé en détachement. C'est pas aussi glamour et tendance qu'on pourrait croire. Ça a été un peu rude leur tour. Ok. C'est pour ça que je suis très content de vous revoir, vous et ces deux-là. Ça me donne l'occasion de revoir d'où je viens et peut-être pouvoir me reconnecter avec un bout de moi qui est pas tout à fait revenu encore. Enfin, on verra quel bout parce que si vous avez vraiment pas changé, faut peut-être que je m'inquiète. Il faut vous retrouver une oreille, j'ai pas compris. Et vous, Alan, comment ça va? Qu'est-ce que tu deviens, pardon? Vous, tu. J'écris dans le Salem Post des histoires de science-fiction, fantastique, des petites chroniques que je fais une fois par semaine, et puis je suis sinon bibliothécaire. Salem, la ville des sorcières. C'est pas le même Salem. Non, Non. j'ai essayé. Oui, écoutez, père de famille, une femme, ma petite maison, l'américain moyen. Voilà, ma voiture familiale. T'es heureux, Je suis très heureux. c'est le plus Très, important. Très très heureux. Je vous souhaite d'être aussi heureux. Dieu m'a tout donné, je ne pourrais pas demander quelque chose de plus. Il y a une partie du compte en banque de Kini, mais... Oui, d'ailleurs, la retraite, c'est pas très bien payé, tu sais. Ouais, mais Je- ça pourrait se faire, tu sais. Il est là ton problème, c'est que tu vois, jardin assez grand. Si au lieu d'écrire des petites chroniques dans un journal local minable, pas que. Salem Post tout de même. Je veux pas, oui, Ouais. mais quand tu viens de New York, le Salem Post pour toi c'est l'équivalent d'un torchon de campagne. Non, moi je pense que il est là ton vrai problème, c'est que t'as jamais visé assez haut. Écrit des grandes Fais un histoires. livre. Une franchise, comme cet anglais là qui a écrit un truc avec des elfes et des machins là, le Tolkien Seigneur des Anneaux. Ouais, Tolkien. Lewis Non, Tolkien, l'autre. Non. Lui il a été malin, tu vois. Il savait comment faire de l'argent. Alors je sais pas si c'est pour ça qu'il l'a fait au début, mais il a fait de l'argent. Et c'est ça qu'on fera pour toi. On discutera un de ces quatre. Il y a quelque chose à faire. Apparemment, on a un problème. Je me demande quand lui il s'exprimera s'il arrive à isoler son problème. Ou plutôt ses problèmes. Donc tu as une famille, 2 filles. Ouais. Je t'envie. Vous vous souvenez que lui, effectivement, aux dernières nouvelles, il était divorcé de sa femme. Que sa fille, et a priori, elle était partie avec sa femme, puis du coup, il vivait seul depuis que... Enfin, déjà à l'université, c'était déjà le cas. Et toi, du coup... Pardon. Ken. Je vis la grande vie. Tout ce que tout le monde pourrait désirer. New York, c'est ça? New York, la grande pomme. J'aime bien ma vie. J'ai un superbe appartement à Manhattan avec vue sur la ville, sur tout ce que je pourrais posséder un jour. Je fais plein d'argent, j'en dépense tout autant. Qu'est-ce que tu fais comme métier en fait? Je suis trader, Ah, un golden boy. D'ailleurs, ça me démange un peu, mais j'ai pas encore pu jeter un œil sur le cours de la bourse aujourd'hui. Il faudrait que je puisse mettre la main sur un journal. J'espère que mes associés auront écouté mes recommandations à la lettre, parce que sinon ça va chier quand je vais à New York. Mais voilà, je gagne plein d'argent, j'en dépense tout autant. Pas de femme fixe, j'ai pas le temps pour ces choses-là. Ce serait beaucoup trop chronophage, donc moi je suis autant de passage pour elle qu'elles sont de passage pour moi. On se croise et on disparaît l'un l'autre. Et puis voilà quoi. J'ai pas le temps. C'est un métier relativement nouveau, ça, trader, mais... C'est qu'est-ce que vous faites exactement? J'ai jamais bien saisi non plus. C'est un peu compliqué, je veux pas trop rentrer dans les détails, mais en gros on achète des produits financiers qu'on revend à d'autres entreprises et puis... Du vent, quoi.
Non, on spécule un peu sur les valeurs marchandes de tel ou tel produit, telle ou telle entreprise. On fait monter. C'est des fois à cause de moi si tu mets un peu plus, si tu payes un peu plus ton essence. Ah, Mais c'est aussi un peu grâce à moi s'il y en a un peu plus qui rentrent dans le pays parfois. ah, C'est compliqué. c'est un bon samaritain. Ouais, ça doit être ça. Moi j'ai pas de voiture personnellement. Le À même New York Kenneth c'est qu'on complètement connaît. inutile. J'ai la mienne que j'utilise pour venir ici mais je l'utilise jamais sinon. Pas le métro, Ok. bus, à pied. Non, je me suis arraché à Manhattan, je suis à 2 doigts des bureaux. Il faut être rapide dans mon métier. Tu sais que, les années 87, on a mis au point les premiers microprocesseurs qui peuvent faire des transactions à la seconde. Ok. Alors, en parlant de technologie, je vais vous impressionner ce soir à la conférence. D'ailleurs, c'est Webster Hotel au cas où. J'ai acquis un petit logiciel et je me suis amusé. Ça s'appelle un PowerPoint. Vous allez voir, peut-être que vous en avez déjà entendu parler. On en a au bureau. C'est pour faire des présentations. Ouais. C'est assez. Je me suis bien amusé à le faire. C'est ce que les stagiaires, c'est là-dessus que les stagiaires nous présentent les graphiques qu'on leur demande justement. Oui. Bah, c'est un super outil. PowerPoint. PowerPoint, ça fait 2 ans que ça existe. PowerPoint Presenter. Ouais. Et puis voilà quoi, c'est la grande vie. Et puis vous? La retraite depuis une année maintenant et je voulais conclure avec une petite conférence. Les journées sont pas trop longues quand on est retraité? Je commence un petit peu à m'ennuyer, mais j'ai mes propres projets, j'essaie aussi d'écrire des livres scientifiques. Oui. Si jamais vous vous ennuyez, écrivez un recueil de toutes les bêtises que vos élèves ont pu faire. Oh ça, Vous je en pourrais en aurez faire pour 3 tomes. au moins une trilogie. Oui. Rien qu'avec lui. Je suis pas persuadé que ça passionne tout le monde, mais en tout cas moi je les achèterais. C'est gentil. Et là j'espère que la conférence vous plaira. Donc nous parlerons des mythes et des... Prenez par exemple les divinités grecques et romaines, comme on retrouve d'un côté et de l'autre un peu les mêmes symboliques, les mêmes genres de choses. En gros, c'est là-dessus que sera ma conférence. Elle sera pas longue, une petite quinzaine de minutes. Et est-ce qu'elle portera aussi sur les mythes locaux? Alors, on parle des mythes locaux, pardon. Alors pas particulièrement ceux d'ici, non, mais par exemple, et il a été fait mention, nous avons trouvé des traces de divinités égyptiennes, par exemple, qui n'existaient que localement dans des villages, qui sont en fait des représentations d'autres divinités égyptiennes plus grandes. Par exemple, dans le village de Kulelna, Osiris avait une autre fille, une autre représentation symbolique, et pas tout à fait les mêmes tâches. Ok. Mm. Intéressant. Mm. J'ai hâte de voir. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. On a pu voir que justement ces divinités se déclinaient dans tous les berceaux de civilisation. Exactement, oui. Oui. Les Ça. nordiques, Mhm. slaves. On retrouve les mêmes choses, et c'est là-dessus donc portera ma conférence, qui, comme je le dis, sera assez courte. Peut-être que Alan, peut-être votre conférence pourra donner à Al le sujet de sa prochaine chronique. Volontiers. Pourquoi pas. Ou de sa première trilogie. Je vous laisse, il faut que j'aille préparer ma conférence. Donc ce soir à 19h, Ouais. il y aura une petite verrée avant. J'ai une chambre à l'hôtel Webster, où se déroule la conférence justement. Vous ferez venir me voir après la conférence, j'ai quelque chose à vous montrer. Et il s'en va. Il avait l'air comment, le professeur? Tu peux me faire un test de... Toutes les personnes qui sont intéressées, un test de psychologie, ouais, je dirais. Donc, Moi, vous voyez que je suis dans un genre. tu peux tirer 2 dés. Tu peux tirer un des 100. Ouais. Et puis, combien t'as en psychologie? Il faut essayer de faire moins. Ouais, c'est ça. Voilà, donc faire 70 ou moins. Tu vois, moi j'ai 10 en psychologie. T'as J'ai fait 11. Ça fait 11. Ok, très bien. Moi, j'ai que 10 en psychologie. Ah, j'ai Ouais, 100%. moi aussi. J'ai fait 53, c'est beaucoup trop. Du coup, t'as réussi à ton test de psychologie. T'as remarqué qu'il avait l'air triste, mais plus triste probablement de nostalgie. Et il y a quelque chose qui le travaillait. Par contre, ça tu t'en es rendu compte. Il avait un peu la larme à l'œil. C'est venu qu'on a parlé de famille ou c'était déjà avant? C'était déjà avant, mais quand t'as évoqué la famille, un peu plus, ouais. Ouais. Je dis que t'as quand même fait un bon score, ouais. Ok. Donc c'est peut-être le fait de vous savoir, toi, étudiant, d'avoir réussi à fonder une famille, un truc du coup qu'il a pas réussi, lui, enfin tu vois, c'est que ça l'a mis pas dans un bon mood, etc. Suite au départ de leur professeur, William Dunham, le groupe décide de se retrouver le soir même à la conférence directement. De son côté, Kenneth Macmillan, lui, se rend déjà à l'hôtel. Y réserver une chambre pour la nuit, la plus luxueuse bien évidemment, sans oublier de se faire remarquer. Tandis que de leur côté, Alan Sorrentino et Nathan Voss, eux, essayent de retrouver des gens qu'ils ont peut-être connus plus petits à Walridge. Malheureusement, à force de fouiller, ils ne trouvent personne. C'est ainsi qu'aux alentours de 19h, ils se retrouvent tous à la salle de conférence du Webster Hotel. Vous arrivez dans la salle de conférence et il y a un gros bruit de ventilation
Et ce que vous remarquez qu'en fait, il y a... effectivement, c'est un amphithéâtre. Il y a tout en bas ici le professeur William Dunham qui est déjà présent, vous voyez qu'il est un peu stressé. Il se remet un peu en place comme ça. Et ouais, il y a un peu ce bruit de ventilation parce qu'en fait, il y a un ordinateur qui fait beaucoup de bruit, en plus qui est relié à un rétroprojecteur. Ça fait encore plus de bruit. Il y a ce bruit de ventilation, il y a cette chaleur un petit peu dans la pièce. Et ouais, il est un peu stressé. Et puis il y a des gens qui commencent à rentrer, qui s'installent un petit peu à gauche, à droite. Il dit bonjour à tout le monde, il serre quelques mains aussi. Dès qu'il vous voit arriver, il est très content. Ça me fait encore plaisir de vous revoir. Et puis il a dit, je vous ai réservé des chaises juste devant, si ça vous convient. Je vais prendre le siège le plus à droite pour pouvoir, du coup... Oui. Moi en fait, je vais venir, je vais me poser en fait sur donc les 3 chaises qu'il a réservées, c'est ça? Ouais, exactement. Donc je vais laisser... La plus à gauche pour que j'entende de l'oreille droite, pardon. Donc je te laisse la plus à gauche, je te laisse être au milieu. Et moi je me mets au bord en fait pour que je puisse Bouger la jambe. étendre mes jambes comme ça pendant la conférence. Vous voyez que j'arrive pas à m'arrêter, je suis comme ça tout le temps. Et puis au bout d'un moment, l'heure de la conférence arrive. Et il est 19h, 19h05, 19h10. On vous a déjà offert une petite verrée avant, vous avez le droit à un petit verre de vin, etc. Et d'ailleurs, j'ai fait remarquer que... Enfin, je l'ai pas fait remarquer, vous avez pu voir à ma tête quand j'ai goûté le vin, hein. Ils se sont un peu... Ils sont foutus de nous, mais moi, ils sont pas chercher un grand cru que j'ai fait... Je peux tirer la gueule, j'ai dit... J'en bois ça. Du vin? Oui. Effectivement, c'est pas le meilleur vin que t'aies bu. Moi, j'aurais pas bu de vin. J'enlève ma veste de J'aurais Costa. pris de l'eau ou s'il y a un Juste en soft. chemise. Ouais. Tu devrais acheter la même chemise que moi. Putain, je t'ai retouché. Tu vois comme c'est léger? Ah, c'est la soie italienne, ça? Non, c'est du Bonjour à toutes et à tous. Je me présente pour les personnes qui ne me connaîtraient pas encore. William Dunham, professeur émérite de Portland University. Excusez, je débute un petit peu avec ces nouvelles technologies, mais j'ai fabriqué ce qu'on appelle un PowerPoint. Ceci m'a... Vous voyez que c'est une souris du coup qui est reliée à son ordinateur qui est comme ça, puis donc il est un peu comme ça, mais il veut rester debout quand même. Alors, non, ça devrait bien fonctionner. Bon, en tout cas, merci. Je vais tenter aujourd'hui d'aborder un sujet qui en apparence... Désolé, je lis mes notes, la conférence devrait bien se passer, mais... j'ai un peu... Ouais, bref. Je vais donc aujourd'hui aborder un sujet qui en apparence semble relever de la simple classification comparative des systèmes religieux anciens, mais qui soulève en réalité des questions plus larges sur la manière dont nous organisons des récits culturels dans le temps. Il ne s'agit pas ici de postuler des correspondances directes entre civilisations, mais bien d'observer des structures narratives et symboliques récurrentes. Jusque-là, vous me suivez? J'en étais où? Alors attendez, il faut juste que je règle le problème. Je vais passer à la slide numéro... Nous appelons... Oui, des slides, ce sont des sortes de fiches... Bon, vous n'êtes pas là pour un cours d'informatique, mais il y a des rires aussi un peu dans la salle. Je meuble tant que je peux, hein, n'est-ce pas? Vous voyez, il est très stressé, il prend un verre d'eau. Donc, comme je le disais, nous allons parler des variations et récurrences dans les figures divines des traditions anciennes et religieuses notamment. Est-ce que... Voilà, j'ai réussi. Voici, dans le panthéon égyptien et dans le cas de l'Égypte antique, nous disposons d'un corpus relativement riche, mais fondamentalement composite. Les figures divines que nous connaissons aujourd'hui résultent de longues phases de fusion, de différenciation locale et de stabilisation tardive. Ce que nous appelons une divinité c'est souvent l'aboutissement d'un processus de compilation plus que l'expression d'une forme stable. Et ici nous avons droit effectivement, comme vous pouvez le voir, au panthéon égyptien. Et ici je vous présente donc certaines figures davantage locales, qui n'apparaissent que dans des contextes géographiques ou temporels très restreints. Leur disparition des sources ultérieures ne correspondent pas nécessairement à une disparition du culte, mais plutôt à une sorte de centralisation progressive de la documentation. Dans plusieurs cas, ces figures ne sont connues que par des fragments isolés, difficiles à replacer dans un système global plus cohérent.
Comme sur les images projetées ici, vous pouvez apprécier les représentations de quelques dieux égyptiens qui ne font pas partie du grand panthéon que l'on connaît, mais d'un panthéon davantage local. Et lorsque on élargit l'analyse à d'autres traditions, on observe que certaines structures, comme ici, symboliques, tendent à réapparaître sous des formes différentes, dans des systèmes culturels indépendants. Il est important de préciser que ces observations ne supposent pas de continuité historique directe, mais relèvent d'une comparaison plutôt fonctionnelle. Et ainsi, comme je le disais tout à l'heure à mes étudiants, dans les traditions grecques et romaines par exemple, on observe une forte proximité structurelle en certains ensembles divins. Malgré les différences culturelles et historiques importantes. Les correspondances entre figures grecques et leurs équivalents romains sont bien documentées, mais ce qui est intéressant, si ce n'est pas l'identité, ce sont plutôt leur organisation interne. Dans les deux cas, on retrouve des figures associées à des fonctions similaires, la souveraineté, la transition, la mémoire, ou encore la régulation des phénomènes naturels. Et cette similarité structurelle ne signifie pas identité, mais adaptation parallèle de cas narratifs proches. Si on élargit encore la comparaison à d'autres régions du monde, on retrouve des structures comparables dans la manière dont les figures symboliques sont organisées. En Mésoamérique, par exemple, certaines figures sont associées au cycle des transformations et au passage entre états. Dans certaines traditions d'Asie centrale, des entités similaires sont liées à la transmission du savoir ou à la régulation des phénomènes naturels. Et dans plusieurs systèmes méditerranéens anciens, on retrouve également des figures associées à la continuité des récits ou à la structuration du temps. Excusez-moi, ça doit être... il est essentiel de rappeler que ces rapprochements reposent sur des catégories modernes de classification. Ils ne doivent pas être interprétés comme la preuve d'une structure universelle sous-jacente, mais plutôt comme des outils permettant de comparer des systèmes hétérogènes. Oui. Très bien. Et... il doit être un... Il y a... Ouais. Bref, dans l'ensemble de ces traditions, on observe donc moins des identités strictes que des convergences fonctionnelles, comme ici la représentation du labyrinthe. Certaines figures remplissent des rôles narratifs similaires, bien que leur forme et leur statut varient considérablement. Ces convergences, il va sans dire, peuvent expliquer... il doit y avoir un petit souci encore, je m'excuse, décidément, c'est plein de soucis aujourd'hui. Et il n'empêche que les symboliques, on retrouve donc une certaine, comme je disais, récurrence, n'est-ce pas? Et on peut tenter de reconstruire une cohérence comme dans... Pour le moment, il y a eu de l'écran, vous voyez tout ce flash lumineux très jaune, et ça vous aveugle un petit peu. Et tout d'un coup, la vision vous revient, et avant vous vous trouvez dans cette salle de conférence, et quand la vue vous revient à vous trois, vous vous trouvez dans une autre salle.